Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. On a une superbe semaine de MMA. On a l'UFC 263 ce week-end avec une fight card exceptionnelle. Et les trois derniers combats sont ultra intéressants, ultra fascinants. Deux rematchs. Un rematch immédiat entre Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo. Un rematch d'un combat qu'il y a eu lieu il y a plus de 3 ans entre Israel Adesanya et Marvin Vettori. Et cet épisode-ci se concentre sur le grand retour de Nate Diaz face à quelqu'un qui revient plus ou moins, Leon Edwards, puisque son dernier combat de retour a été écourté pour un no contest. On analyse ça tout de suite. Ok, donc commençons par Leon Edwards contre Nate Diaz. Ici, je vais juste aller voir les petits palmarès. On a un Leon Edwards qui a 18 victoires, 3 défaites, un no contest. No contest, c'était en mars de cette année. Après ne plus avoir combattu depuis juillet 2019, c'était face à Rafael dos Anjos. Et il était donc sur 8 victoires d'affilée depuis sa dernière défaite qui est contre Kamaru Usman. Une défaite à la décision 29-28. Il avait donc pris un des 3 rounds. Clairement, un combat très important pour Leon Edwards pour se remontrer dans cette division et pour obtenir éventuellement un rematch contre Kamaru Usman qui pourrait potentiellement être intéressant. Le premier combat, je ne vais pas dire qu'il était ultra serré, mais il y avait des points intéressants à relever et surtout les deux ont blindé évolué depuis qu'ils se sont rencontrés en 2015. Donc c'est un rematch qui pourrait faire du sens, ça amène du sang neuf dans ce top 4, dans ce top 5. En tout cas, peu importe, il y a vraiment de très très belles choses à faire. Nate Diaz, pas spécialement plus actif que Leon Edwards récemment. Donc lui, il a un palmarès un peu moins impressionnant, 20 victoires, 12 défaites. Il est à l'UFC depuis super longtemps, il a toujours affronté des gros noms. Et là, voilà, on voit 5 combats depuis 2015. On ne va pas dire que c'est le plus actif. Victoire contre Michael Johnson, ensuite la victoire contre McGregor, la défaite à la décision majoritaire contre McGregor, tout ça c'était en 2016. 3 ans d'absence, il revient contre Anthony Pettis. Il gagne et puis il perd contre Jorge Masvidal par arrêt du docteur entre le 3e et le 4e round. C'était en 2019, donc lui aussi a été très très inactif et récemment. En fait, les deux n'avaient plus combattu depuis 2019. Leon Edwards a un round et... Ah non, 2 rounds. Ah non, c'est dans le 2e round. Un round et 18 secondes d'expérience supplémentaire depuis 2019 par rapport à Nate Diaz. Ok. Un combat très intéressant. Leon Edwards est quelqu'un qui est grand pour la division. On le souligne très rarement. Il est assez grand pour la division. Et Nate Diaz, c'est quelqu'un qui a une énorme allonge pour la division. Edwards est légèrement plus grand que Nate Diaz d'après les stats que j'ai retrouvées. Nate Diaz a une allonge qui est légèrement supérieure à celle de Leon Edwards. Donc c'est un petit point qui est relativement intéressant par rapport à leur gestion du combat et la gestion de la distance. En quelque sorte, on a d'un côté Nate Diaz qui, selon moi, on peut le catégoriser comme plus ou moins un combattant à pression et on mettrait son style de pression sous la catégorie de pression à volume, c'est-à-dire que c'est un combattant qui envoie beaucoup de frappes, qui essaye d'étouffer son adversaire. Le meilleur exemple qu'on a récemment, évidemment, c'est Max Holloway contre Calvin Kattar. C'est ce style-là que Nate Diaz essaye d'appliquer à chaque fois. Il a un très très bon cardio, mais je vais y revenir plus tard. Il a un très bon cardio, ce qui lui permet d'avoir un haut volume de jeu, ce qui lui permet d'étouffer très généralement ses adversaires, d'autant plus qu'il a un style boxeur grappleur, mais donc debout, il a un style vraiment de boxe anglaise. Je vais dire qu'il n'est pas énergivore du tout, c'est-à-dire qu'il va jamais ou très rarement chercher le one punch knockout. Il va rarement chercher la frappe qui met KO en un coup. Il va plutôt essayer d'accumuler les frappes et de chercher alors plutôt des TKO, je dirais. De l'autre côté, on a Edwards qui lui est plutôt, je dirais aussi, un combattant à pression. Pas énorme pression, mais il a plutôt une pression de prestance qui est, je vais dire, assez qualitative, dans le sens où il impose une distance. La distance qu'il impose, comme je le dis, il est généralement plus grand que ses adversaires, ce qui fait qu'il peut se mettre juste en dehors de son kicking range
Et ça va lui permettre de lui engager avec ses kicks très facilement à cette distance-là. Et ça va lui permettre de contrer en anglaise très facilement quand son adversaire est obligé de faire un pas vers l'avant pour rentrer dans une distance où il peut toucher Edwards. Étant donné qu'il a un très bon timing, une bonne lecture du jeu, et j'aime bien appeler ça de la simplicité parfaite, c'est-à-dire que son jeu est simple, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il est simple, mais perfectionné. Demian Maia, par exemple, il a un jeu simple au sol, mais chaque chose qu'il fait est tellement parfaite que ça rend son jeu l'un des meilleurs qu'on ait jamais vu en MMA. Leon Edwards, c'est pas le plus grand striker, il fait pas partie du top 5 de l'histoire du MMA, mais il fait partie clairement des meilleurs strikers qu'on ait vu en MMA parce qu'il a une approche un peu plus réservée, défensivement intelligente. Et il a une différence de striking qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'il va plus souvent toucher ses adversaires que se faire toucher, ce qui fait aussi qu'il est dans le top de la division. Donc d'un côté, ici j'essaie de faire des petites nuances. On a Diaz, on ne va pas se mentir, c'est plus un boxeur-grappleur. Là où le bas blesse, c'est clairement la lutte. Et il est très réactif dans le combat, c'est-à-dire que c'est un vrai fighter. Il a le mental du combattant par excellence. Il est difficile à mettre KO, il est très difficile à finaliser. Il reste tout le temps dans le combat, du début à la fin. Mais il est tellement réactif qu'il accepte clairement d'être en échange de pieds-points. C'est là où il se sent potentiellement le plus à l'aise. Mais il accepte trop facilement peut-être d'être sur son dos. Ce qui était très bon pour lui dans les années... au début des années 2010 jusqu'en 2015. Mais le MMA a évolué et aujourd'hui, le style anti-grappling est vraiment acquéri chez quasi tous les athlètes, en tout cas tous les athlètes élites. Et donc, de son dos, il ne sait pas faire un si bon travail qu'il n'avait l'habitude de le faire il y a de ça une dizaine d'années. De l'autre côté, Leon Edwards, je vais le considérer comme un combattant complet et stratège. Je ne vais pas spécialement comparer à Georges Saint-Pierre et Ousmane dans la qualité, bien qu'il n'en est pas très loin, mais dans l'approche, clairement, on peut le comparer. C'est quelqu'un qui est suffisamment complet et suffisamment intelligent que pour avoir une stratégie complètement dépendante de son adversaire et qui lui permet de rester ou de forcer sa zone de confort qui serait la zone d'effort de son adversaire. Je vais prendre un exemple très simple. Edwards est l'opposé un peu de Ousmane. Ousmane, c'est quelqu'un qui est ultra complet maintenant, mais qui de base était un lutteur et qui allait souvent imposer son style qui est la lutte sur ses adversaires. Mais par exemple contre Gilbert Burns récemment, il est resté debout parce qu'il se sentait meilleur que Gilbert Burns debout. Malgré que ce n'est pas son domaine de prédilection, il s'y sentait meilleur que son adversaire et il a voulu y rester. Edwards, c'est un peu la même chose que Ousmane, mais version striker. C'est-à-dire que son domaine de prédilection, c'est le pied-point, mais il est totalement capable de s'imposer en grappling selon son adversaire. Je prends l'exemple quand il a rencontré Albert Tumenov, qui est un extraordinaire striker. Il n'a pas spécialement cherché à garder ça debout, il est allé chercher le sol. Donc Edwards est quelqu'un qui est vraiment un bon stratège et qui a un style qui lui permet d'être stratège parce qu'il a une excellence un peu dans tous les domaines, même si évidemment ce qui sort du lot c'est plutôt son pied-point. Alors, je regarde mes notes. Ici il y a un point important. Je vais peut-être commencer par montrer les stats. Je ferai ça après. Petit point, petite interlude ici. On est sur Internet. Les critiques, ça a la gâchette facile. Je suis ultra ouvert aux critiques constructives. J'ai déjà eu plein de critiques non constructives et je vous ai tous retourné le cerveau. Alors, Ned Diaz a blindé de fans, donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont écrire avec les émotions. Ici, je suis neutre dans ce combat, honnêtement, vraiment neutre. Je vais dire quelque chose qui risque de froisser un peu ses fans, parce que Ned Diaz est clairement réputé pour son cardio. On dit toujours qu'il y va crescendo, qu'il augmente, qu'il s'installe vraiment dans le combat. Et je vais aller à l'encontre de ça. Parce que j'ai beaucoup aussi entendu, Jorge Masvidal a eu de la chance de l'arrêt de l'arbitre entre le 3e et le 4e parce que Diaz commençait à s'installer. Je vais y revenir plus tard, parce que j'ai les chiffres ici. Mais Ned Diaz a clairement un très bon cardio.
Clairement, il prend de temps en temps l'ascendant sur ses adversaires grâce à son cardio, mais c'est surtout parce qu'il impose son rythme. Et c'est parce qu'il impose son rythme que lui fatigue moins par rapport à ses adversaires qui, eux, fatiguent plus à encaisser des coups, que Nate Diaz a envoyé ses coups, comme je le disais tout à l'heure, dans lesquels il ne met pas spécialement beaucoup de puissance et donc qui n'est pas énergivore. Ça lui permet vraiment de garder son énergie. Nate Diaz a eu 2 combats dans sa carrière qui sont allés jusqu'au 5e round. C'est 2 défaites. Alors, il ne faut pas se fier à 100% aux statistiques, c'est clair et net. Mais même dans ses combats en 3 rounds, c'est plutôt le 2e qui est le meilleur chez lui. Il commence assez fort, il accélère vraiment dans le 2e, et généralement dans le 3e, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais en tout cas, les stats supportent le fait qu'il y ait une légère baisse de régime. Certes, en général, ses adversaires ont une encore plus grosse baisse de régime dans le 3e, ce qui nous marque l'esprit en se disant ouais, Nate Diaz, c'est vraiment son cardio le point fort, mais si lui aussi a une baisse de régime, ça montre que 4e et 5e round, il n'aura pas spécialement plus de jus encore que dans le premier, deuxième, 3e. Par rapport à son adversaire peut-être, mais n'oublions pas que Leon Edwards est quelqu'un qui a un bon cardio et qui sait gérer l'intensité d'un combat. Donc c'est vraiment un peu ça le point, pour moi, le gros point dans ce combat. Nate Diaz, il doit essayer de créer le chaos et le gérer. Il doit essayer de créer un genre de bagarre, provoquer une bagarre et tout en gérant cette bagarre. Ne pas faire non plus une guerre parce que, on l'a vu, il peut être mis en difficulté dans certaines guerres. On l'a vu contre Remas Vidal notamment, contre McGregor aussi dans la revanche. De l'autre côté, Edwards, c'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui excelle dans un combat contrôlé et il est très fort pour maintenir le contrôle sur un combat ou en tout cas pour imposer un combat qui soit en contrôle, qui ressemble en fait à un sparring hardcore, on va dire, où il n'y a pas de guerre, où ça reste technique et il va s'imposer du coup grâce à une supériorité technique et une supériorité surtout tactique. Ok, bon, après 12 minutes, on va faire la première pub. On passe aux stats. Alors, dans les stats, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Tous les deux très expérimentés, évidemment, comme je le disais, Nate Diaz a une énorme expérience à l'UFC. Aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est du 50-50 leur combat. On a 50% debout, 50% au sol. Ici, il n'y a rien de surprenant, j'en parle souvent, quand il y a un très bon grappleur, quand quelqu'un a super confiance sur son dos, c'est pas étonnant de voir que dans les échanges en grappling, c'est souvent lui qui est contrôlé, qui n'a pas le contrôle. Voilà, les stats sont faits, celui en dessous n'a pas le contrôle, celui au-dessus a le contrôle. C'est pas la meilleure manière de définir, mais en MMA, au final, ça a pas mal d'importance parce que j'en parle souvent. La confiance peut être un ami comme un ennemi. Quelqu'un qui a trop confiance sur son dos, mais qui n'arrive pas à finaliser un combat, s'il passe 4 minutes sur son dos, dans 99-99% des cas, il va perdre aux yeux des juges. Alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Pour moi, normalement, même si tu es sur ton dos, mais que tu es le plus actif avec des tentatives de soumission, avec des frappes, avec un bon contrôle, etc., tu pourrais remporter le combat de ton dos. Mais la réalité fait que, encore aujourd'hui, si tu passes 4 minutes sur ton dos, voilà, dans 99% des cas, tu vas perdre le round. Leon Edwards, on est en 50-50, plus ou moins, en grappling. Évidemment, il a combattu contre Ousmane. Il a été pas mal contrôlé dans le 3e round contre Gunnar Nelson, ce genre de choses. Donc voilà. Mais les stats sont relativement intéressantes. On peut s'attendre à un bon mix entre pied-point, lutte et grappling dans ce combat, un 50-50. Bien que, je vais y venir un tout petit peu plus tard. Ici, je voulais juste highlight ces points-ci. En pied-point, Leon Edwards a vraiment un faible volume de jeu comparé à Nate Diaz. Je veux dire, 8 frappes envoyées par minute, c'est moyen, c'est peut-être juste en dessous de la moyenne. 16 frappes par minute du côté de Nate Diaz, c'est énormissime. Quand je disais que c'était un combattant à pression, à volume, ça se remarque principalement ici. Et la différence de frappes envoyées est énormissime aussi. Lui, il tente 16 frappes par minute, ses adversaires en moyenne 11,5. Et du coup, il y a une grosse différence aussi de touche. Il va toucher ses adversaires plus d'une fois par 10 secondes et ses adversaires vont le toucher 4,5 fois approximativement par minute.
De l'autre côté, les stats sont plus ou moins pareils en termes de pourcentage. Hein. Donc les combats que Leon Edwards impose sont à beaucoup plus faible volume que Nate Diaz, et il a une différence de striking assez intéressante, c'est-à-dire qu'il va toucher son adversaire 1,5 fois en plus que se faire toucher par minute. Ici, pas de surprise, hein. On a un Leon Edwards qui a un knockdown rate plus élevé que Nate Diaz. Comme je disais, Nate Diaz ne cherche pas la grosse frappe. Il marque quand même des knockdowns, c'est souvent à cause de la répétition de coups qui touche. Alors, la raison pour laquelle il n'y aura peut-être pas tant de grappling que ça, c'est parce que, comme je le disais, Edwards est assez intelligent comme combattant et il est face à une énigme, puisque Nate Diaz est vraiment très dangereux debout quand il arrive à imposer son rythme, et si on va au sol, il y a toujours un vrai risque évidemment contre Nate Diaz. Donc je suis pas certain qu'il va l'y amener au sol. Évidemment, Nate Diaz n'a pas une extraordinaire défense de takedown comme je l'explique, parce qu'il accepte le sol, il est ultra réactif il accepte trop que son adversaire impose la direction du combat, on va dire ça comme ça. On a un Leon Edwards qui a une pas trop mauvaise défense, 70-70%, c'est pas extraordinaire non plus, mais il faut se rendre compte aussi qu'il a rencontré de très bons grappleurs au cours de sa carrière, et c'est surtout en début de carrière qu'il se faisait beaucoup amener au sol. Sur ses 5 derniers combats, si on enlève Gunnar Nelson, il n'a pas eu beaucoup de sol où il s'est fait contrôler et où il s'est fait amener au sol. Donc voilà, pour les stats, ça n'indique rien de bien particulier. On peut juste être surpris évidemment par le 50-50 grappling pied-point. Je sais, encore une fois, ici, tout va dépendre vraiment de la stratégie de Leon Edwards. Comme je le dis, je ne pense pas que c'est Nate Diaz qui va venir avec un game plan particulier. Nate Diaz évolue entre chaque combat. Il met des toutes petites adaptations dans son jeu qui sont intéressantes. Mais ici, je vois plus Leon Edwards prendre la main mise sur la direction. Si lui veut que ça grapple, ça va grappler. Si lui veut que ça reste debout, ça va selon moi rester debout. Par contre, Nate Diaz va plutôt essayer, à mon avis, de prendre le contrôle de l'intensité, du rythme du combat. Et c'est là où Leon Edwards va devoir faire son choix. Soit il est capable de gérer le volume de Nate Diaz debout, soit il en est incapable et il va peut-être chercher à amener au sol, parce que je pense que si Leon cherche le sol, ça va aller au sol, parce que Nate Diaz soit acceptera, soit Leon Edwards est suffisamment technique que pour réussir une amenée au sol contre Nate Diaz, selon moi. Donc ici, je vais juste, parce que je viens d'en parler, donc hop, on va avancer, voilà. La première fois que Nate Diaz a eu un 5 rounds, on va juste prendre les frappes par round. Hein. Il a touché 15 fois Ben Henderson dans le premier round, 6 fois dans le deuxième, 2 fois dans le troisième, une seule fois dans le quatrième, et ça augmente un peu dans le cinquième, mais rien d'extraordinaire. Il faut aussi savoir que le quatrième round, il y a eu beaucoup de sol. Et puis les tentatives de frappe, 28, 24, 13, 7, ça n'a fait que diminuer. Et puis 11, ça augmente par rapport au quatrième, mais on est toujours en dessous du troisième. Donc, quand on dit qu'il augmente avec le combat, pas spécialement, surtout dans les 5 rounds, et on va montrer les stats pour son combat contre McGregor. Voici 25 dans le premier, 37 dans le deuxième, 49 dans le troisième, et puis on redescend dans le quatrième, 36, on passe en dessous du numéro 2, et puis 19 dans le cinquième. Donc on descend quand même, on a vraiment fait un genre de pyramide, on va crescendo 1, 2, 3, et puis 4, 5, on rediminue. Encore une fois, ça a du sens, clairement. Tout le monde va me dire, oui, mais bon, Chris, à un moment, les gens fatiguent quand même. Oui, mais on a des exemples, notamment Max Holloway, où ça monte 1, 2, 3 et 4 gros gaps, 5 encore plus gros gaps contre Ortega et contre Kattar, c'était le cas. Donc évidemment, là, il y a Holloway, c'est de la complète domination, on va dire. Contre McGregor, c'était beaucoup plus serré, donc ça peut expliquer. Cela n'empêche, je voulais juste souligner ça, que d'un point de vue factuel, d'un point de vue visuel, clairement, Nate Diaz a un excellent cardio. D'un point de vue factuel, voilà, ça peut diminuer. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention à ce que McGregor a fait, mais on voit quand même que McGregor, entre le 3 et le 4, il a une sacrée augmentation, et finalement, il a 24 dans le 5e, ce qui ressemble au volume de son 3e.
Donc voilà, il s'est pas fait étouffer complètement par Ned Diaz, alors que clairement c'est lui qui a le moins bon cardio. Bref, bref. On va voir quelques séquences. Alors, Ned Diaz, tout le monde le connaît. J'ai pris juste une séquence contre Donald Cerrone, qui est pour moi un de ses plus beaux combats, pour montrer son volume. Voilà. Donc, il engage beaucoup et il reste tout le temps à distance de pied-point, surtout de boxe anglaise. Et on voit un Donald Cerrone qui est perdu dans ce combat parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui reste au boxing range, qui le touche systématiquement au boxing range et il n'arrive pas à trouver ses ouvertures pour contrer. Donc Ned Diaz est quelqu'un qui initie très très bien et qui arrive vraiment à initier avec un rythme qui empêche complètement, qui annihilie le jeu en contre de ses adversaires. Ici pareil, il se fait toucher mais il reste vraiment dans l'échange. Petite esquive, c'était vraiment... c'est très beau. Quand on a un Ned Diaz dans ses grands jours, c'est vraiment très très beau, très difficile de le battre. J'ai plus envie de parler de Leon Edwards parce que j'ai l'impression, voilà, Ned Diaz, tout le monde l'aime bien, il a beaucoup de fans, tout le monde regarde tous ses combats, qui sont en prelims, qui sont en main card. Leon Edwards, j'ai l'impression que même quand il est main event, les gens ne regardent pas spécialement ses combats en entier. Donc, pour faire simple, comme je le disais, il aime bien garder... Hop, je ne fais pas des lignes droites aujourd'hui. On est juste en dehors d'un kicking range ici. Il aime bien cette distance. C'est une distance qu'il essaye d'appliquer et il essaye toujours d'avoir ce centre avec son adversaire proche de la cage. Ça, c'est sa zone de confort, clairement. Là où il est très fort, c'est comme il est un tout petit peu plus grand, il gère très très bien cette distance. Donc vous voyez, il n'a pas besoin de faire un grand step vers l'avant. Ici, il va faire ceci. Son Vincente Luke va partir un tout petit peu vers l'arrière et ça va lui suffire. Donc vous voyez, un tout petit step. Et même si Vincente recule, ça lui permet de venir toucher avec son middle kick. C'est vraiment, vraiment, vraiment propre. Hop, et puis il reste à cette même distance. Il réimpose cette distance et il garde ce rythme. Ici, pareil, en boxe simplement. Donc on est dans la séquence juste après. Vincente Luke veut rentrer dans sa distance et il fait face directement à des contres en anglaise. Une fois qu'on est dans sa distance, c'est lui qui contrôle les échanges. J'espère que c'est assez clair quand je l'exprime comme ça. Et ici, il vient de nouveau contrôler les échanges. Donc soit il impose sa distance et il rentre dans la distance où on peut échanger à sa propre guise quand il a le bon timing, le bon angle et qu'il sent que son adversaire ne va pas contrer. Soit son adversaire est forcé de rentrer dans son range. Et là, il a une série de contres qui attend son adversaire. Hop, ici, on voit un Barbarena qui rush complètement dans la zone d'échange et il se prend un double contre, un crochet, double crochet, et puis on a une sortie sur un angle pour Edwards. Dernier point que je veux montrer, le coup de coude de Edwards. C'est pas celui qui a les meilleurs coups de coude au monde. C'est pas les plus dangereux, c'est pas les plus puissants, c'est pas ceux qui vont couper le plus souvent ses adversaires, mais techniquement, je crois qu'il a les meilleurs coudes à l'UFC, d'un point de vue purement technique. Il touche beaucoup, on va dire qu'il a le bon timing, il a le bon feeling sur les coudes. Ici contre Cerrone, très beau coude au clinch. Ici, ça c'est super main. On va reprendre cette séquence parce que ça illustre très très bien qui est Edwards. Donc ici on est vraiment à la distance de Edwards. Ça force Gunnar Nelson à surengager. On va le voir. Hop, il envoie son direct et il passe de droitier à gaucher. On a Edwards qui chasse le direct vers l'extérieur et Edwards qui va venir de ce côté-là, qui vient transiter. C'est un très très beau jeu de jambes. Donc c'est pas vraiment un switch, mais il change d'angle, il prend le clinch. Donc ici on le voit pas, je sais pas si on le voit sur cet angle, mais ici on va le voir un tout petit moment. C'est pas sa bonne main. Tant pis. Sa main droite, ouais, ici on voit un tout petit bout. Sa main droite vient prendre la nuque de Gunnar Nelson, donc on est au single collar tie. Changement d'angle. Ensuite, son avant-bras va pousser Gunnar Nelson pour créer la distance. Donc la tête de Gunnar va partir par là, puisque sa clavicule, puisqu'il a son avant-bras sur la clavicule de Gunnar Nelson, va partir vers l'arrière. Ça va créer suffisamment d'espace pour venir envoyer son coup de gauche, qui provoque un knockdown et que, évidemment, Gunnar Nelson ne s'attendait pas du tout à ça. Pour finir d'illustrer, voilà, ici, on est au kicking range.
Hop, le kick touche, on a un 2 qui vient en contre pour Leon Edwards. Poup, et on reste de nouveau à sa propre distance. On est à sa distance, petite feinte, de nouveau ce coude, c'est vraiment magnifique. Donc, on est à sa distance, je vais revenir au bon endroit ici. Hop. On est à sa distance, il va feinter le jab, hop, ça provoque une réaction chez Rafael dos Anjos qui veut avancer pour rentrer dans le range de Leon Edwards. Il avance, on se retrouve au clinch, et là, regardez le coup de gauche de Leon Edwards, pop, qui vient toucher. Encore une fois, il a vraiment le feeling sur ce coup de gauche, c'est juste magnifique. Eh ben, on va passer à la deuxième pub et on va parler des game plans. Alors, en termes de game plan, qu'est-ce que j'ai noté ici? Pour moi, Nate Diaz, clairement, comme on l'a vu, on a une énorme différence d'habitude en termes de volume de jeu, en termes d'intensité de combat. Pour faire un game plan, quand on est face à quelqu'un qui a un style relativement opposé à nous, c'est très simple. On essaie d'imposer le style dans lequel nous, on est habitué et dans lequel lui est automatiquement pas habitué. Si moi, j'ai l'habitude d'envoyer 16 frappes par minute et mon adversaire 8, je ne vais pas rentrer dans un combat où je me dis l'intensité, ce sera 8 frappes par minute. Je vais aller dans un combat où je vais essayer d'imposer 16 frappes par minute. Parce que c'est ma zone de confort, c'est sa zone d'effort. Clairement. Donc pour moi, Nate Diaz doit forcer son boxing range. S'il reste à la distance classique de Edwards, encore une fois, c'est sa zone de confort à lui, c'est pas une bonne idée. Donc lui, il doit rentrer dans sa zone de confort à lui, le boxing range, mais il doit faire gaffe à ne pas rusher. Et il le fait rarement. Naturellement, Nate Diaz ne rush pas dans un range, il l'impose centimètre par centimètre. Et c'est vraiment ça qu'il doit faire. La victoire de Leon Edwards en 8 secondes, c'est parce que le gars a essayé de trop rapidement casser la distance. Barberena, la séquence qu'on a vue avant, Gunnar Nelson, la séquence qu'on a vue avant, ils essayent de blitzer j'ai positionné, c'est beau ça, de blitzer dans la distance de coude ou de pied-point, et ça laisse un timing suffisant, et il a un très bon timing à Edwards pour contrer ça. Nate Diaz doit essayer de forcer le boxing range centimètre par centimètre, et surtout en faisant en sorte que Edwards n'est pas l'option de désengager. Donc je le dis souvent, essayez de mettre Edwards dos à la cage. Deuxième point à forcer l'action, comme je viens de dire, s'il force l'action, on sera à une intensité au-dessus de celle que Leon Edwards essaye d'imposer. Il doit être sur le lead. Historiquement, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que la structure de combat dans laquelle Nate Diaz gagne le plus souvent, c'est quand il met une pression telle sur son adversaire debout que son adversaire fait un panic takedown. Il shoot sur un takedown quand il se sent suffoqué, et c'est là où le grappling, l'excellence en grappling de Nate Diaz rentre en jeu. C'est là où il va choper une guillotine, c'est là où il va choper quelque chose d'intéressant. Il l'a fait contre McGregor, il l'a fait contre Jim Miller, il l'a fait, je cherche en live, il l'a fait contre Marcus Davis. Contre Guillard, il a fait la même chose. Donc, stratégiquement, ça c'est intéressant pour lui, c'est d'essayer de suffoquer Leon Edwards pour le forcer à vouloir aller au sol. Comme je le disais, Leon Edwards est très intelligent. S'il veut aller au sol à sa propre guise quand lui le décide, ça ira pour lui, je pense. Edwards va compléter le takedown et contrôler au sol. Si Edwards n'a plus de solution debout et se sent forcé de chercher une alternative on the fly, et shoot sur un takedown à ce moment-là, il risque de mal shooter, de laisser sa nuque ouverte, et c'est là où il y a des grosses ouvertures pour Nate Diaz. De l'autre côté, Edwards, il doit absolument pas s'emballer. D'un point de vue game plan, il ne doit pas accepter la bagarre. Si Nate Diaz essaye d'imposer son jeu, il doit absolument chercher à désengager. On l'a vu chez le frère de Nate Diaz, un des combats qui a été les plus difficiles pour lui. Je ne vais pas dire difficile, dur, où il s'est fait dominer, mais difficile à gagner et à s'imposer, c'était contre Carlos Condit, qui a fait quasi que courir et a frustré Nick Diaz. Donc Edwards a un style de jeu où il a besoin d'un combat contrôlé, où il a le temps de réfléchir, où il a le temps de respirer, où il a le temps de trouver ses ouvertures. Il doit donc pas s'emballer. Si on a un Nate Diaz qui le bull rush, il doit trouver ses angles pour pas se faire enfermer contre la cage et pour garder de l'espace derrière lui et pour continuellement essayer d'avoir ce kicking range qu'il aime tant. Il doit casser le rythme absolument, parce que c'est clair et net que Nate Diaz va rentrer, va forcer le combat, va forcer une distance à laquelle on est obligé d'échanger.
Leon Edwards doit varier un maximum entre désengager, désengager, contrer de manière délayée. Désengager, désengager, contrer de manière délayée, essayer d'initier, feinter, désengager, désengager. Il doit vraiment casser le rythme de Nate Diaz pour que lui ait la main mise sur le rythme et puisse garder ce combat sparring, ce combat contrôlé, ce combat où on est en réflexion, on est dans la technique, on est dans la stratégie. Et puis, j'ai écrit, il doit niquer sa base. Diaz, clairement en garde fermée, gaucher contre gaucher, il est ultra sujet au low kick. Bien que après sa défaite contre McGregor, où justement il a encaissé beaucoup de low kick, il est arrivé contre Anthony Pettis, qui est un très bon kicker, qui est gaucher aussi, et il levait proactivement sa jambe avant. Donc c'est là où on voit des évolutions dans son jeu. On va voir s'il le fait contre Edwards aussi, mais s'il ne le fait pas, Edwards a intérêt à niquer sa base. Parce que sur le long terme, et on l'avait vu d'ailleurs, le combat contre Donald Cerrone, Nate Diaz surdominait, mais dans le troisième round, Donald Cerrone a commencé à trouver ses ouvertures sur les low kicks, et le troisième round était le plus équilibré, on va dire. Et alors frustré, clairement, Edwards doit frustrer un peu Nate Diaz parce que on le voit dans les interviews, on le voit dans ses combats, c'est un vrai fighter, il veut des mecs qui combattent, il est frustré quand il y a quelqu'un qui désengage, il veut juste être là et se foutre sur la gueule, vulgairement parlant. Quand tu es face à quelqu'un comme ça, et que toi tu as un stratège, tu dois chercher justement à frustrer, c'est là où il y aura le plus d'ouverture. Tu touches, tu sors, tu touches, tu sors, tu feintes, tu sors, tu sors. Ce genre de choses où tu gagnes des points, tu gagnes les rounds petit à petit. Plus Nate Diaz sera frustré, plus il va faire d'erreurs, plus il va surengager, et c'est là justement où il risque de plus mettre une pression centimètre par centimètre, mais il va peut-être chercher mètre par mètre, et c'est là où Edwards excelle en contre. Merci à tous, c'était tout pour cette vidéo entre Nate Diaz et Leon Edwards. Alors, en toute transparence, je vais faire les deux autres combats. Je vais faire Brandon Moreno contre Deiveson Figueiredo et Israel Adesanya contre Marvin Vettori. Mais, merci à toute ma communauté, à tous les membres qui ont rejoint ma communauté. Le co-main event, je l'analyse uniquement pour vous. Donc ceux qui sont super fans de ma chaîne, je vous invite à me supporter financièrement parce que ça me fait plaisir. On me remercie toujours d'être transparent par rapport à ça. Je prends blindé de mon temps pour faire ce genre de vidéo. Ça me demande du matériel. Moi, j'ai envie d'offrir une meilleure qualité aussi à ma communauté, toute ma communauté. Mais il faut que je fasse des petits plaisirs à ceux qui me supportent financièrement, évidemment. Et donc, le plaisir sera cette semaine, notamment avec l'analyse exclusive de Brandon Moreno contre Figueiredo. Ça, ce sera juste pour ma communauté. Et en public, je vous laisse pas seul. Il y aura le main event pour absolument tout le monde. On se retrouve très bientôt. C'était Chris Gunnacht. Et j'ai, comme d'habitude, oublié de dire, on like, on s'abonne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On commente, on partage. Et tous ceux qui aiment bien Pride or Die, eh ben, j'ai 15% pour vous avec le code promo Chris15. Tout est en description. Ça fait longtemps que j'ai plus parlé de mes livres. Si tu aimes bien ce genre de vidéos, tu vas kiffer mes livres. Les liens sont en description. Maintenant, je te dis merci, bonsoir et bonne nuit.